commencer le cours, mais bon, nécessaire pour, j'espère qu'il y a un problème. Eh bien, je vous signaler, vous pouvez m'envoyer soit vous pouvez, sinon vous m'envoyez un petit message. Et donc, nous allons en tout la séance dernière, donc, qui était sur le second principe de la thermodynamique, donc d'une demi-heure. Alors, ok, donc, très bien. Donc, tel qu'on l'avait décrit, un principe d'évolution qui vous dit que, isolé, eh bien, le système va évoluer d'une manière vers un nouvel état d'équilibre, imposer les nouvelles contraintes que vous avez imposées dans votre cycle. Cet énoncé du second principe sur l'écran qui est partagé et dit que si vous avez un système maximal, et donc quand vous libérez correspond à une entropie qui n'est pas maximale, dynamiquement isolée, eh bien l'entropie est libre et après il y aura des nouvelles contraintes imposées dans votre cycle. Eh bien, donc il y avait une autre de la thermodynamique et cette autre de dire la chose suivante, il est thermodynamique qui effectuerait un cycle, il fournirait du travail et recevrait de la chaleur. C'est ce qu'on appelle donc, le fait qu'il effectue à la fin de son évolution dans les dynamiques et cycle une seule source de la notion de thermostat, qui est une notion importante, qui est à tenir de la chaleur à mon système thermodynamique température et que les transformations subissent des transformations qui sont réversibles. Cela veut dire, en d'autres réservoirs, les variations d'entropie, S égale Q sur T, qui est reçu par le réservoir, c'est en fait algébrique, c'est-à-dire que si le Q réservoir sera négatif de chaleur, et bien dans ces conditions, alors on avait conclu la dernière fois, on avait dit mon système thermodynamique, là c'est un système qui est isolé. Donc l'entropie totale, s'il y a une évolution, c'est... Pardon. Bien évidemment, ce que cela veut dire, le delta S du réservoir va être positif ou nul. Ce réservoir est un système qui est isolé, terre-particule, ce qui fait que le principe de Boltzmann, du second principe de thermodynamique, effectue un cycle d'état pour le système qui est revenu dans son système est égal à 0. Et par contre, le positif ou nul s'il y a une évolution. On dit le principe de Kelvin d'effectuer un cycle au cours duquel et recevoir de la chaleur d'une source de point de vue du réservoir, dans l'hypothèse où ça serait fourni de la chaleur, on va appeler ça la grandeur moins Q, et donc Q fourni à mon système au cours du cycle. Ça, c'est ce qu'on suit S total, qui est l'ensemble, donc, eh bien, dans ces conditions, d'après le second principe. Et donc, est naturellement construire des systèmes thermodynamiques qui fournissent la chaleur si il n'y a qu'une seule source. Évidemment, rien n'interdit de système thermodynamique fournirait du travail plus qu'une source de chaleur qui soit mise en jeu suffisamment importante pour céder à mon système thermodynamique ou prendre, ça n'affecte leur température, d'accord, donc ça serait l'énergie hydroélectrique, l'air, des sources thermales, d'accord, et donc travail en effet thermodynamique qui échange, c'est ce qu'on appelle le type de système, le fluide thermodynamique qui est mis en jeu, ça peut être autre chose, mais en tout état de cause, moteur thermique. Alors ça, c'est une façon un autre type de qui consiste en fait ailleurs, mais qui consiste en corps froid et de la donner à un corps chaud, le réfrigérateur, que vous connaissez bien sûr. Et qu'est-ce que ça veut dire typiquement? Ça veut dire que un aliment que vous mettez dans votre que l'intérieur du réfrigérateur, ça va chauffer l'intérieur du réfrégérateur, c'est que vous allez prendre de la chaleur au le donner à l'extérieur, c'est-à-dire à la fête, le réfrigérateur. La pompe à chaleur va rafraîchir vers l'extérieur, vers la rue, dans l'autre sens, c'est-à-dire en fait, vous pouvez réchauffer, disons, donc cédant de la chaleur à l'extérieur. Il faut que tu déclenches, il faut que tu écoutes sa pompe et tu te connectes sur l'appli avec ton compte et ensuite tu vas avoir une PP. Source de chaleur de telle sorte que le système soit zéro et les sources, il y en a plusieurs, et donc c'est indiqué, ce petit i désigne le nombre de sources avec lequel votre système thermodynamique est le transparent précédent, c'est de dire que QI, au cours du cycle, donc le réservoir, lui, aussi bien positif que négatif, ça dépend, oui, et donc la variation d'entropie sur I de moins QI sur T. Donc l'inégalité à laquelle on doit satisfaire, ce qui veut dire, en d'autres termes, qui est positif ou nul, si bien que négatif ou nul. Donc on enlève le CIT et ceci s'appelle l'inégalité de Clausius. Donc ça veut dire de transformation d'un système thermodynamique extérieur ou qui va réfrigérer, et bien petite source de chaleur reçue par le système qui échange cette chaleur avec le système Clausius et bien sûr en plus
son état initial, le premier principe de la thermodynamique de votre système doit être égal à 0 par le système W à échanger également, donc, doit être égal à 0. Le W dynamique a reçu du travail, W négatif et, disons, est négatif, prenons cette grille de QI, doit être positif, de telle sorte qu'on doit avoir cette inégalité de Clausius qui doit être satisfaite. Voilà, donc c'est le premier principe de la thermodynamique. On va parler de moteur thermique. Voilà. On va considérer le cas le plus simple. Ce cas est en contact avec deux sources. Décrit un cycle de transformation à recevoir un travail négatif, W va être négatif, il faut qu'il y ait au minimum deux sources de chaleur. Il y a seulement deux sources de chaleur. La somme des chaleurs échangées avec les deux, 0, comme W est négatif, c'est-à-dire que ce Q. Alors, que veut dire l'indice petit c? C, c'est comme chaud, donc ça veut dire qu'une des deux sources de chaleur qui est à ça veut dire la température la plus élevée, niveau de ce réservoir, que l'on appelle QC, et puis de la température TF qui est évidemment plus petit que TC, et il y a ce réservoir, donc QF, je vous rappelle, est QC, et donc très bien, donc on va avoir ceci. La dynamique vous dit que généralement qui va être fourni par mon ce chaude, et on va le comprendre dans la petite animation après, et que par contre, QF, lui, va être négatif, c'est-à-dire le fluide thermodynamique va céder au réservoir à ma source froide, donc l'égalité de Clausius nous dit que QC, très bien, donc ça, c'est. Et on définit le rendement de le travail en fait qui est mis en jeu, le système thermodynamique, le fluide thermodynamique, c'est-à-dire il fournit un travail, il reçoit un W positif, et puis donc on met soit mon fluide thermodynamique. Alors très bien, donc si on prend le W dans le nombre de droits, donc ça fait moins W par QC, ce rapport, c'est-à-dire 1 plus QF sur QC. Alors évidemment, il est plus petit que 1. Donc ça, est plus petit que 1. Pourquoi il est plus petit que 1? Parce que si je Clausius qui est là, je vois que QF sur négatif ou nul, ça veut dire en fait que TF est inférieur ou égal à moins QC, nombre de droite. Donc par QC, TF inférieur ou égal à moins 1 sur TC, donc j'ai moins QF sur QC, à moins TF sur TC, critère est inférieur ou égal, donc là, ça c'est la définition du rendement, on fait partir de l'inégalité de Clausius et on en déduit TF sur TC. Donc ce qu'on constate, c'est que si près de 1 que possible, eh bien ça veut dire bien évidemment que possible là-dedans. On a une inégalité, parce que finalement, ça nous dit que dans le meilleur, est inférieur ou égal à 1. Peut-il, théorique égalité, est en fait une égalité, ou bien elle correspondrait à la situation où cible. Transformation réversible, je vous rappelle, pression, température sont le volume du système thermodynamique. L'échange à deux endroits avec des réservoirs, un échange avec la source froide. La de votre système thermodynamique n'est pas également à l'endroit où il y a le contact, la température, le reste de votre système thermodynamique. Et dans ce lieu, vous n'aurez pas l'égalité, vous aurez juste l'inégalité. Et donc, de faire en sorte qu'au moment où il y a des échanges thermodynamiques, et la bonne valeur, c'est-à-dire à cet instant-là, il est en contact. Et en fait, œuvre dans ce qu'on appelle le cycle de Carnot. On le voit dans le diagramme pression-volume. Et ce cycle, de ce point-là, décrit là une transformation adiabatique, voilà, une deuxième transformation isothermique, et puis une dernière transformation adiabatique. Et pour cette deuxième transformation adiabatique, quand on décrit le cycle tel que c'est-à-dire le sens contraire du sens trigonométrique, une situation où W, le travail reçu, c'est-à-dire en d'autres termes, quand on décrit le cycle comme je l'ai décrit, système thermodynamique, c'est du travail à l'extérieur. Température T1, on va dire ici, une température T1 ici, correspond à une température plus température qui est là constante, sera chaude, et puis ici, il y a une transformation. Et donc, acte avec la source de chaleur, mais quel est le sens de cette transformation isotherme qui est là, on l'a dit, chaude? Et donc, ça veut dire qu'ici, il va recevoir de la source chaude, et inversement, ici, quand on fait le système thermodynamique, à la source froide, de manière plus forte. D'accord. Donc, on a ici celui que j'ai montré au transparent précédent, avec ici, on reçoit QC, et puis ici, ce T1, portion CD, eh bien, il y a une QF qui est cédée à la source froide, température de la source froide, et c'est une transformation qui est une transformation. Qu'est-ce qui rend cela possible? Imaginons qu'on parte de A, le démarrage système thermodynamique, il est à la bonne température à laquelle il échange. Donc, il échange de la chaude TC, très bien, et quand il reçoit sa température donnée, puisque c'est isotherme. On a une transformation adiabatique, eh bien, en fait, c'est d'amener le système à la température de la source froide, pour laisser le système à la température TC. Et qu'on l'avait mis, vu que le système thermodynamique, avec lequel il va échanger entre C et D, lui, il a la température irréversible. Et donc, l'objectif c'est varier la température du système thermodynamique chaud, TC, à la valeur qu'il TF. D'accord. Et puis ici,
eh ben, à nouveau, la température de mon système thermodynamique qui est ramenée à la température TC. On va pouvoir, une petite animation, on va voir, voilà, que je vous ai décrit. Donc ici, admettons, alors on va laisser décrire le cycle, voilà, la vapeur. Et quand on détend la vapeur sur le piston et le fait monter, c'est avec mon système fourni du temps. On refroidit le système, PF, et ensuite la diabatique pour le ramener au point de départ. Alors, vous voyez qu'il y a une phase système fourni de l'énergie, fourni du travail. Il y a une phase pendant laquelle le piston, mais comme le cycle, il a décrit dans le sens, disons, des aiguilles, eh bien, ça veut dire que, globalement, qui est fourni à l'extérieur. On peut voir ce réfrigérateur. Alors, le cas du réfrigérateur, un aliment dans le réfrigérateur, il aurait tendance à réchauffer le réfrigérateur. Le réfrigérateur, vous en conviendrez, pièce, ben, évidemment, c'est une température qui est plus, alors que votre pièce, elle a une vingtaine de degrés. Ce que vous voulez faire, c'est que la température, donc ça veut dire que vous devez prendre de la présence de votre aliment, et puis nécessite que vous fournissiez et fournir du travail, c'est-à-dire que vous avez qui va circuler à l'intérieur du réfrigérateur, il doit fournir du travail pour que le fluide réfrigérateur, ce fluide, il va prendre de l'âge évacué, c'est-à-dire ce fluide réfrigérateur, donc dans votre pièce. Et près de là où il y a le réfrigérateur, mais à l'extérieur, il n'y a pas de différence par rapport à ce qu'on a décrit jusqu'à présent. On dit, ben voilà, de W reçu par le système thermodynamique. Le système thermodynamique, eh ben, il décrit un cycle réfrigérateur. Cette fois, c'est évidemment ce que le réfrigérateur fournit donc, à l'extérieur, et puis divisé par le travail, c'est-à-dire par le moteur qui, j'allais dire, fait ceci, ben, en appliquant ce qu'on avait fait pour le cycle de Carnot, on voit à 1 plus QC, plus, si le cycle est réversible, 1 sur 1 moins où TC en fait grande que la température de la source froide, ceci se montre que 1 est négatif à cause du cycle global, ce rendement est bien positif comme on veut rendre ça le plus négatif possible aussi. À noter que la signification de ce rendre la source froide et le travail est fourni soit le plus petit possible et que la chaleur prise soit aussi grande que possible, ce qui. Alors, le dernier exemple, elle fonctionne aussi bien dans le mode actionné que dans le mode radiateur. Donc, bon, et donc, que veut dire rafraîchir l'intérieur de un appareil d'air conditionné qui va la transférer vers l'extérieur. Ce que vous voyez, c'est que vous chauffez, parce que vous avez une pièce qui est. Mais par contre, pour les gens qui sont dans la rue, c'est beaucoup moins donné de la chaleur, et ça est pur, qui circule et qui ont de l'air conditionné bien. Alors sinon, dans le mode radiateur, bah, c'est l'inverse. Donc chez vous, il fait froid normalement à l'extérieur, apporter, donc réchauffer l'intérieur de votre pièce, et ce que vous faites, pièce qui est évidemment plus élevée, la température meilleure, donc c'est la source chaude, et par contre, ce qui était froid à température qui est plus basse. Alors dans ce cas-là, bah, pour pouvoir faire cette opération de climatisation, comme dans le cas réfrigérateur. Mais simplement, j'allais mesurer justement par la chaleur ici, le moins QC, divisé à votre climatiseur pour qu'il effectue ce qu'on appelle l'efficacité. Dans ce cas-là, ça prend ce nom, température de la source froide. PF est plus petit que TC, cette efficacité. Plus TF et TC sont proches, quand vous avez besoin d'utiliser une pompe à chaleur, il y a une différence de température sensible entre. Voilà pour ce premier volet. Donc, je voulais vous raconter sur le second principe de la thermodynamique, ces notions-là. Une situation un petit peu particulière de la thermodynamique, c'est un principe d'évolution qui sont isolés. Finalement, isolés, eh bien, votre entropie dans toute évolution. Dans le chapitre précédent, ce qu'on a fait juste intéressé aux états d'équilibre de notre série. Ce qu'on a dit, c'est que globalement, quand il y a une transformation, delta de S, et ça, c'est la variation V. Okay, et donc, si qui ont contact avec des réservoirs, avec un système isolé, et même quand le son d'entropie elle est zéro, parce que l'entropie qui est thermodynamiquement isolée, eh bien, delta S correspondant dans cette transformation, on veut se poser la question de départ et qu'on va vers le point d'arrivée. Donc, on va s'intéresser en phobie de notre système. D'avoir recours à deux idées déjà rencontrées quand on avait parlé de laquelle je vous avais dit une façon de voir un système, c'est soit de dire, eh bien, c'est un flux caractérisé par, disons, des quantités, que ce soit la température, que ce soit le volume. Quand on regarde ce fluide thermodynamique, c'est un ensemble, l'enceinte est constamment animé de l'enceinte, mais rappelez-vous, on est couverte, pardon, là, donc on va ici, on avait une enceinte, il y avait les atomes, heurtent les parois,
Et puis ici, on avait représenté du fluide, c'est-à-dire c'est les mêmes que le reste, mais simplement, quand on le laisse bouger, eh bien, qui lui est offert tout le volume du système de cette bille. C'est-à-dire, vous voyez que assez compliqué, une ligne brisée. Alors pourquoi elle a des heurts d'autres molécules? Alors je dis bien, quand on est là, que je décris, de ligne brisée, en réalité, aux collisions, au choc de cette animation qui est là, vous constatez que c'est l'effet que je dis là, c'est-à-dire que cette bille est aléatoire, mais même au choc de cette bille d'un gaz réel. Mais même si on a un gaz, ça, hein, je vais vous le montrer, voilà, elle heurte les parois et ça fait bien une ligne brisée aussi. Et voici représenté, on a la bille rouge, et puis donc elle va heurter cette première bille, elle va faire ça, etc. Et donc ça veut dire que initialement là, elle va se retrouver ici. Alors quand des unités, des entités constituent ces mouvements ces collisions, vous n'avez pas eu ces collisions. La molécule ou l'atome qui se déplace égale V fois T. Bon, eh bien, mais quoi avec une ligne brisée qui est là pendant le temps T, en réalité, proportionnelle au temps, mais en réalité, et ça, quand on a cet effet, on a L carré qui est proportionnel au temps, c'est-à-dire ici, on introduit la constante de diffusion de mon problème. Donc ça veut dire, regardez, qu'est-ce qui différencie un mouvement de diffusion d'un mouvement L est égal à VT? Vous voyez qu'ici, on dit que L2 est proportionnel au carré du temps. Et donc, si je fais L, que quand j'ai un mouvement de diffusion, j'ai L qui est racine par VT, donc divisé par V fois T, diffusion, divisé par VT, qui est la longueur racine de T sur T, c'est-à-dire 1 sur racine de T long, la longueur ici, corrélée à la longueur que j'aurais parcourue sans choc, eh bien, elle tend vers 0. C'est-à-dire les particules, enfin, ou les billes, les sur place, comme si elles ne décrivaient une distance. Mais il faut bien comprendre ce que ça veut dire. Un mouvement balistique, eh bien, la distance parcourue, on va aller un petit peu plus loin. C'est-à-dire, ce qu'on va faire, c'est que le parcours moyen, et là, donc, quelle est cette appellation? Donc voilà l'atome ou la molécule, elle se déplace, rencontre T, voilà la nouvelle, jusqu'à ce qu'elle rencontre, change, disons, l'orientation de la vie. Dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une distance parcourue entre deux collisions consécutives. L'atome ou la molécule, donc elle parcourir cette distance avant de heurter à nouveau. Entre ces deux-là, à peu près égale à celle-ci. C'est à peu près bon. Entre celle-ci et les deux autres, les trois autres, bon, etc. Donc ce que l'on constate, c'est que si on regarde distance parcourue, mais quand le temps qui s'écoule est suffisant, toutes ces distances vont être les... Quand on regarde à une échelle de temps qui est parcourue entre deux chocs consécutifs, mais en moyenne les mêmes. Et on peut l'évaluer. On peut évaluer. Alors comment on fait ça? Eh bien, en fait, voilà la trajectoire ici entre là et là. Évidemment, ça a dévié de parcours de la molécule. Ben, on la déplie ici, et on va imaginer qu'il part de là. Quand elle rencontre, au lieu d'être défléchie, hein, elle continue. Et tout ce qu'on va faire, même quand ça rencontre, donc on prend une photo, un instantané, ne bouge plus, d'accord, je vois qu'elle a effectivement décrite, mais en fait, là, je le nombre d'atomes, de molécules qui ont été rencontrés. Voilà. Et voilà la cible, voilà le projet de certaines trajectoires. Voilà. Et puis, voilà du fluide, donc immobile. Elle, et on voit que le projectile, dire qu'il va rencontrer une cible qui est là, de rayon petit r, se trouve dans si j'ose dire, verticale, c'est-à-dire ce projectile va rencontrer cette cible. C'est où les projectiles vont entrer toutes les cibles qui sont contenues à l'intérieur. Je vais expliquer pourquoi. Pendant le temps qu'on... Voilà le projectile. Il se déplace, est dessiné à la vitesse v. Il se déplace. Là, leur distance, d'accord, lorsque le projectile est ici plus petit que 2r. Ici, le centre de la cible est du projectile. Donc, il se touche. Donc, ça veut dire que le projectile, il est en dehors du cylindre. Eh bien, et celui de la cible à cet endroit-là est plus grand. Ce que je peux dire, c'est que pendant le temps t de la trajectoire parcourue, c'est bien v fois t, comme s'il y avait eu un mouvement. Ce projectile va rencontrer en centre de mes cibles se trouve r et de hauteur v fois t. Alors, tout d'abord, l'air pi fois 2r au carré, parce que le rayon de... J'aurai des chocs chaque fois, donc voilà, donc pour autant que de la cible se trouve à l'intérieur de ce cylindre, un choc va être l'air de ce disque, de ce cylindre, c'est donc l'air ici du disque, ça dit v fois t. D'accord? Donc ça, ce que l'on a qui correspond au volume de choc pendant le temps t. Le nombre de chocs que l'on va avoir pendant ce temps, au volume de ce cylindre, rapport choc que je vais avoir, c'est divisé par le volume de l'enceinte système. Pourquoi? Parce que
si grand N enceinte dans ce cylindre qui est là, cylindre rapporté au volume total de l'enceinte. Voilà. Donc grand est le nombre total d'atomes ou de molécules que j'ai dans mon système. L'intervalle du temps qui va se séparer, en fait, ça va être l'intervalle de temps que j'ai pendant ce temps t. Et donc, on l'appelle taux, et ce taux, donc, c'est t, et du coup, la longueur, bien, ça va être la vitesse du projectile successif. Et si j'explicite avec le delta V donné par sigma fois V fois, bon, encore quelques paires. Le parcours moyen, c'est grand V divisé par grand N, c'est le libre parcours moyen parcouru par chaque projectile, choc consécutif. Bon, donc comme j'ai dit, hein, le nombre d'atomes ou de molécules, sigma, donc comme on l'a dit, c'est... Et naturellement, si on a un fluide qui est parfait, N fois la constante de Boltzmann, Kb, fois la température sur grand N, c'est Kbt sur grand P. Donc vous constatez qu'il est Kbt divisé par grand P, sigma. Donc ça veut dire que ce libre parcours moyen du gaz, et donc plus la pression est faible, consécutif, elle est grande. Et ça, et moins de cibles, et puis dire que la distance parcourue entre deux, le petit calcul naïf qu'on a fait nous fois sigma. Si on fait le calcul propre, le résultat il est très proche. C'est-à-dire la seule fait, eh bien, on trouve juste un facteur, le reste, on a obtenu le bon résultat. Bien, donc ici, ça c'est le libre parcours moyen, excellent. Deux chocs consécutifs, très bien. Voilà la conséquence de ça. C'est-à-dire que quand la distance parcourue, au bout d'un temps t, on l'appelle L, et elle satisfait à L, ben, appliquons ça au petit L, pris au carré, eh bien, qui sépare deux collisions, puisque qui est là, c'est taux. Donc on a petit L au carré, D, la constante de diffusion, fois taux. Très bien, D, c'est petit L au carré, divisé, c'est le carré du libre parcours moyen, du fluide, choc consécutif. Dans cette idée-là, on va l'utiliser dans, eh bien, on va avoir dans quel cas, c'est-à-dire les évolutions irréversibles, et dont on va ça, quels en sont les exemples? Les fusions de concentration de particules. Pardon, bah, vous voyez, vous avez un certain nombre de verres remplis d'eau, phase de chacun de ces verres, disons différentes couleurs, et puis vous laissez face, je crois que c'est l'expérience de tout le monde, envahir tout le verre, hein, un liquide qui aura deux transitoires, il y a des choses qui ont l'air un petit peu compliquées. Si on regarde ça d'un point de vue thermodynamique, cette situation initiale, c'est celle de l'eau pure qui était dans le reste, que le colorant se mélange à l'eau, et donc de cette évolution qu'il y a là, clairement, du système total, c'est-à-dire l'eau plus le colorant. Et donc ensuite, on va étudier ce phénomène. Alors, pour pouvoir, eh bien, on va décrire une situation, j'allais dire, simplifiée, moderne. Donc, voilà ce dont il est question. Donc, c'est bon. On va le décrire de la façon suivante, uniquement isolé. Donc, il n'y a pas d'échange, ni de panique, ni thermique, rien. Des atomes d'un gaz parfait, schématiquement de droite, on a des pentagones ici, rouges. La chose que l'on suppose, c'est que les deux compartiments, ici, T1 égale T2. Au début, il y a une clé que j'ai P1 égale P2 et T1 égale T2 me dit que la molécule du gaz étoile bleue divise 2 sur V2. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, T1 est bon, très bien. Et qu'est-ce qu'on fait? Écrit dans le transparent précédent, il va se produire, c'est-à-dire que l'électron va répandre dans le volume du système. Parler d'entropie, si vous offrez de forcer les étoiles bleues à vivre dans le compartiment de gauche comme de droite, elles vont se jaune ou rouge, vont aller le compartiment qui était celui de gauche, et à laquelle les pentagones et les étoiles occupent l'ensemble des portants, c'est que ni la pression, ni parfait, eh bien, les énergies, vous savez qu'elles satisfont. Donc, si on avait affaire, par exemple, à des données par 3,5 de N1 fois serait donné par 3,5. Et comme T1 est égal à T2, ça veut dire que ce phénomène de diffusion, vous voyez, il y a une évolution de la thermodynamique, vous dit que nécessairement à l'entropie de l'ensemble de ce système, sans trop de difficultés. Voilà. Alors, bon, je vous rappelle, on l'avait vu il y a deux par grand S0 plus N, le log de U sur N plus log de V sur N, fermer le creux. Le grand tube, c'est l'énergie interne associée à ce nœud occupé par ces particules. Le S0, c'est S0 est proportionnel au nombre de particules totales, que l'entropie était une quantité extensive. Alors on va appliquer cette expression-là, partons de la situation initiale. Entropie SI étoile bleue, j'ai grand N1 particules, donc SI, c'est KB sur N1, ce terme, d'accord? Et grand N1 log de U1 sur N1, c'est-à-dire plus, donc grand N1 fois S0. Pour le fluide qui occupe le compartiment marrage, grand N2 fois S0, 2 sur N2, plus 3,5 de KB, grand N2 log de U2 sur la somme de l'entropie de ce compartiment plus. Et donc, elle a cette expression. Une fois
c'est-à-dire le fait que les étoiles bleues vont occuper tout, le a retiré la cloison, et inversement, les pentagones vont faire de même, que l'entropie de chacun des composés, elle est caractérisée par le fait que l'énergie n'a pas changé, puisque la température était la même, changé, donc les énergies internes de U1 et U2 n'ont pas changé. Ce qui est changé dans l'affaire, c'est le volume, parce que pour en V à la fin, donc on a ça. Donc de la même manière, ils occupent tout le volume V, d'accord, mais en fait, ça veut dire qu'on a toujours le même émission de la contribution à l'entropie finale de ça plus N2 fois S0. Le delta S, c'est la différence qui vont s'en aller. Il y a le terme qui est proportionnel à S0, petit s. Les termes d'énergie interne, ça va même, et il n'y a que les contributions entre le début et la fin. Donc ici, B grand N1 log de V sur V1, V est plus grand que V1 et V est plus grand d'entropie, elle est positive, et c'est ce qu'on appelle l'entropie qui accompagne l'interdit pentagone rose vers les éléments. Tout le monde va occuper tout le volume de l'enceinte. C'est décrit ici, c'est exactement ça. C'est-à-dire les molécules du liquide qui est là, les étoiles. Et donc, dans ce mécanisme, à la fin, le colorant et le mélange homogène, ce mélange homogène, donc, sont là. Et ce phénomène d'une variation d'entropie positive, représenté à nouveau, d'accord, de la situation colorant. Ok, très bien. Alors ici, on va représentation du colorant en fonction. Donc ici, si on revient là, au démarrage, bien sûr, et il n'y avait aucun colorant ici. Le phénomène d'interdiffusion se produit, un peu moins grande, et celle qui est, mais en fond, bien sûr, du verre d'eau, forcément, avoir une concentration homogène partout. Disons, tant qu'on n'est pas en fin d'excentration du colorant, donc au haut, concentration N1, et à l'autre, à supposer, ce n'est pas une supposition qui est nécessaire, prendre l'hypothèse extrêmement simplifiée, quand on va de la surface vers le flux réaliste, mais ce n'est pas complètement déraisonnable. L'opération de diffusion se fait, qu'est-ce qu'on va? Tout le monde aura la même concentration, il n'y aura plus de gradient. Mais dire qu'il y a constamment des molécules de colorant vers le fond du verre d'eau, qui vont de la région la plus concentrée. Cette affirmation, mouvement, c'est précisément ce qui correspond à l'entropie. Elle varie au cours de l'opération, quelque chose de positif. Simplification supplémentaire, c'est que le colorant, au lieu d'être justement réparti sur toute la surface d'eau, ce qui veut dire en d'autres termes que quand vont vers le fond, je suppose que pour tous les points de la surface du liquide, d'accord, la même vitesse, disons vers le fond, là, alors ça, le gradient de concentration que j'ai, c'est le même toutes les sections de ce cylindre qui est à cet endroit-là, d'accord, du cylindre. Bon, ça permet de regarder. Et donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va traverser une section d'eau, en d'autres termes, donc constamment traverse pour aller du plus compter le nombre de molécules de colorant de ce cylindre par unité de temps. Et ça, j'appelle ça particule, comme on va dire, on le définit. On dit que c'est le JD, le particule scalaire et orienté, donc perpendiculairement dans le sens du flux, d'accord, de particules, dans lequel les particules. Si on était en électricité, les porteurs de charge, d'électrons, fois la charge, okay, donc ça serait l'équivalent particules. Petit n. Si on observe ce gradient, c'est le JD, par définition, exprimé en mètres carrés par seconde, de concentration par rapport à la variable x, et cette direction x, comme j'ai supposé un compte de la fonction n de x, et donc vous voyez sur L moins 0, c'est-à-dire c'est n2 moins dn sur dx, c'est n1 moins n2 sur L, grand D, la constante de diffusion, fois n1, le flux de particules, c'est-à-dire grand L de particules de colorant, qui est de temps delta t, donc qui est phi par définition, n1 moins n2 sur L fois grand D, d à partir de l'extérieur de l'intégrale, et du coup phi fois n1 moins n2 sur grand L fois d de ce phénomène. Et donc, j'ai listé de cette constante de diffusion, une constante de physique, comme j'ai dit, puisque c'est ici, et au 0,52 10 puissance moins 9, etc. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont là. Je vais en résolution de la chaleur, la loi de Fourier, qui est également réversible. Donc, vous voyez qu'ici, on est passé à une initiale à une description plus fine, et donc qui est un phénomène dynamique, qui est une constante de diffusion. Donc, voilà, nous avons un peu, j'espère quand même que perturbé. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur le cours de thermodynamique, à m'envoyer un message qui est là. Je vais la télécharger sur YouTube à loisir. Et par ailleurs, aux assistants qui vous font travaux dirigés, de détailler de chacun de ces travaux dirigés. Et dans ce cas-là, vous pourrez leur poser directement des questions. Les transparents qui sont sur Dokeos,
Voilà, donc merci que ce mode de fonctionnement vous permettra de ce semestre qui, évidemment, malheureusement, est